Donc, la télécardiologie, on en est à maintenant, alors, pas 19, mais même 20 années. Je ne vais pas détailler toute la présentation, mais en gros, depuis la première implantation en 2001 jusqu'à 2009, on a fait la preuve du concept, c'est-à-dire qu'on a mis la technique à disposition des équipes. On a fait pas mal d'études cliniques, en tout cas, on les a démarrées beaucoup à ce moment-là. Les premières publications sont intervenues. Et puis, ça nous a permis d'obtenir le remboursement du matériel en 2009. Donc, le tout premier pacemaker avec télécardiologie a été remboursé en 2009, ou plus exactement, c'est la fonction de télécardiologie qui a été prise en charge. Le DEF quelques semaines après, en 2010. Bien évidemment, on a continué les études. Donc, les principales études qu'on verra tout à l'heure ont été publiées en fait au début des années 2010. Et puis, jusqu'à arriver en 2018 donc à la prise en charge cette fois de l'activité médicale. Donc ça, c'était pas. Enfin, Biotronic a fait pas mal de démarches pour ça, mais c'est surtout les médecins évidemment, le Conseil national professionnel de la cardiologie qui était à l'œuvre. Ça faisait suite à tous les travaux qui avaient été faits pour mettre en place la télécardiologie et puis aux études. Donc, juste pour rappel, dans le système de Biotronic, on a une transmission quotidienne, ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle un monitorage en continu, puisque les données sont mises à jour régulièrement, tous les jours. On transmet toutes les données et évidemment tous les sécuriser. Alors, quand on a développé la télécardiologie, la première contrainte, c'est la consommation. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le cahier des charges de développement d'une prothèse, lorsqu'on s'intéresse à la télécardiologie, la première considération, c'est la durée de vie. Pour nos prothèses modernes qui durent pour la plupart au-delà de 10 ans, la consommation maximale de la télécardiologie doit rester inférieure à 6 mois. Ce qui n'est pas si simple, puisque si vous prenez les capacités de nos prothèses que j'ai indiquées ici par rapport à l'iPhone 12, donc, qui a dû sortir il y a un petit peu plus d'un an, je crois maintenant, vous voyez que les capacités des batteries sont bien plus faibles dans une prothèse implantée que dans un iPhone qu'on va recharger toutes les nuits. Donc, avec ces capacités qui sont relativement faibles, non seulement on doit assurer les fonctions thérapeutiques de la prothèse, en tout cas pour les PCLDF, les fonctions diagnostiques et en plus les transmissions. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans la conception de la communication entre la prothèse et le cardio messenger, qui est donc l'appareil relais qui permet de collecter les données et puis de les acheminer à longue distance, donc dans la transmission entre la prothèse et le cardio messenger, tout doit être conçu pour minimiser vraiment la consommation de la prothèse. Et donc, le protocole de communication entre les deux est fait pour que ça soit très, très efficace avec un minimum d'énergie. Pour le boîtier de transmission, donc on a une prothèse, elle communique. Donc, la première transmission qui est importante, c'est évidemment entre la prothèse et le cardio messenger. Donc, c'est une communication radio qui se fait avec un protocole sur une bande de fréquence qui est réservée. Donc, le protocole s'appelle MIX, Medical Implant Communication System. Donc, c'est une bande de fréquences et puis quelques règles de fonctionnement qui sont mises en place et réservées pour des appareils médicaux pour faire du monitorage dans un rayon qui est court. C'est-à-dire que la transmission ne peut pas se faire sur des centaines de mètres ou des kilomètres. De toute façon, la prothèse n'en est pas capable, mais donc c'est vraiment fait pour que le patient ait un appareil relais à son domicile qui va collecter les données soit d'une prothèse implantée, soit d'un appareil externe. Ça pourrait être, je sais pas, un tensiomètre, un moniteur de glucose. Donc, la bande de fréquence est vraiment faite pour les appareils médicaux, donc pour minimiser le risque d'interférence avec d'autres communications radio. Le choix qui avait été fait dès le début par Biotronic pour la transmission longue distance, ensuite entre le cardio messenger et puis la plateforme qui reçoit les données de tous les patients du monde entier, qui se trouve à Berlin, c'est donc le choix de la téléphonie mobile parce que les réseaux sont maintenant présents à peu près partout. Et ça permet effectivement de faire de la communication sans fil par principe. Aujourd'hui, on fonctionne avec les bandes 2G et 4G. Donc, historiquement, les transmissions dans toutes ces dernières années étaient faites sur la bande 2G, qui a l'avantage en Europe d'être disponible quasiment partout. C'est là qu'on a la meilleure couverture. Et aujourd'hui, les appareils, donc les cardio messenger qu'on met sur le marché depuis à peu près un an, sont capables en plus d'utiliser les réseaux 4G
Donc ça nous donne la compatibilité dans les années à venir. C'est-à-dire que les réseaux de téléphonie mobile fonctionnent en général avec chaque norme pendant quelques années, et puis une norme remplace la suivante. Donc on a maintenant la 5G qui est diffusée. Par contre, la réglementation européenne veille à ce que certaines normes, donc la 2G en particulier, restent en œuvre suffisamment longtemps pour qu'on ne se retrouve pas un jour sans réseau. Et en fait, quand on se projette dans l'avenir, donc la 2G a déjà duré, a fonctionné très longtemps et va continuer encore quelques années. Mais si on veut être sûr de pouvoir tenir encore dans les années à venir, le mieux, c'est de miser maintenant sur le réseau 4G, qui finira en fait par supplanter le 2G. Donc, on a de la 5G, il y aura peut-être un jour de la 6G, mais on sait que le réseau 4G, lui, va durer assez longtemps puisque l'Union européenne demande aux opérateurs de garantir quand même son fonctionnement pendant pas mal d'années, comme ils l'ont fait sur la 2G. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque on développe la transmission, alors cette fois en aval, c'est-à-dire entre le transmetteur et la plateforme, il faut se projeter pas mal d'années en avance, et ça va peut-être vous surprendre, mais il faut quasiment prévoir 30 ans. C'est-à-dire que quand on commence à développer un pacemaker, un défibrillateur ou un halter implantable, il y a à peu près 5 ans de recherche et de développement, ainsi que de développement et de validation. Le pacemaker, le défibrillateur ou le moniteur implantable va avoir une durée commerciale d'à peu près 10 ans. Donc, il va commencer à sortir dans certains pays, certaines régions du monde, et puis il va éventuellement sortir un petit peu plus tard dans des pays où les prix sont beaucoup plus faibles. Donc, la durée de vie commerciale, c'est à peu près 10 ans. Donc, développement plus durée de vie commerciale, on est déjà à 15 ans, avec des prothèses qui maintenant durent jusqu'à 15 ans. Donc, ça veut dire qu'entre le début de la conception et le dernier patient qui est porteur de ce même pacemaker, défibrillateur ou halter implantable, il y a donc bien une durée de 30 ans qui s'est écoulée. Donc, dans les choix effectivement des réseaux de téléphonie mobile ou de communication pour utiliser éventuellement la box du patient ou autre chose, il faut toujours se projeter à 30 ans. Et ça, c'est vrai aussi pour la transmission d'ailleurs entre le pacemaker et le transmetteur. On voit aujourd'hui apparaître du Bluetooth pour pouvoir se connecter au téléphone du patient. Ce qui est compliqué, c'est que le Bluetooth qu'on utilise aujourd'hui sur nos téléphones n'est plus exactement le même que celui d'il y a 10 ou 15 ans. Il y a des nouvelles normes Bluetooth qui sortent, et comme on renouvelle régulièrement nos téléphones ou nos tablettes ou les périphériques qui vont avec, on s'en rend assez peu compte. Mais en fait, le Bluetooth qu'on utilise aujourd'hui sur nos téléphones portables n'est plus du tout le même qu'il y a celui qui a 10 ou 15 ans. Ce sont des nouvelles normes qui permettent de faire bien mieux qu'à l'époque. Mais 15 ans, c'est donc une durée très, très courte, comme je vous le disais. Nous, quand on démarre le développement d'un produit, on se donne une durée de 30 ans. Que ça soit le Bluetooth ou les réseaux de téléphonie mobile, de toute façon, on n'a jamais de garantie complète de ce qui sera disponible à 30 ans. Mais enfin, on essaye de donner quand même un maximum de visibilité pour s'éviter le risque de devoir, par exemple, remplacer les boîtiers de transmission en cours de vie du patient. Donc, chez Biotronic, on a fait le choix de tabler sur la bande mixte entre la prothèse et le cœur de messenger, parce que pour celle-ci, on sait qu'elle va être très stable et qu'il n'y aura pas de changement. Donc, pour nous, il nous reste à gérer en fait les réseaux de téléphonie mobile. Et si jamais la bande 4G devait être interrompue avant 30 ans, à ce moment-là, on remplacerait éventuellement les boîtiers des patients. Mais par contre, on sait que du côté de la prothèse, au moins, on a une visibilité qui est suffisante. Et donc, on ne devrait pas avoir de problème sur les technologies utilisées pour la transmission entre la prothèse et le boîtier de transmission. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions. Une petite pause, ça peut être l'occasion. Voilà. Un point important aussi, c'est que nous étions des fabricants de prothèses, donc de dispositifs médicaux avec toutes les réglementations sur les dispositifs médicaux. Il y avait déjà de l'électronique et de l'informatique dedans. Mais avec la télésurveillance, la télécardiologie, on s'intéresse maintenant aux technologies de l'information, qu'on appelle l'IT. Donc, comme je le disais, les données de tous les patients du monde entier arrivent sur les serveurs de Biotronic qui se trouvent à Berlin. Alors, pourquoi un site unique ? C'est plus facile à mettre à jour puisqu'il faut en permanence faire évoluer le système. Il y a des nouvelles prothèses, donc éventuellement des nouvelles fonctions, plus de données. On propose des nouvelles fonctions sur le site.
Et puis, en matière de sécurité, on est en train d'évoluer, c'est-à-dire que on ne peut pas se contenter de sécuriser le système lorsqu'on le conçoit. En permanence, il faut évoluer puisque les attaques peuvent aussi évoluer. Donc, il est plus facile d'avoir un site unique qu'on met en permanence à jour à la fois pour les nouvelles fonctionnalités et également pour la sécurité. Donc, l'image que vous avez là, bon, c'est une image de banque d'images. Hein, ça représente trois racks avec des serveurs, mais ça ressemble exactement aux serveurs qui reçoivent les données des patients du monde entier. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 450 000 patients dans le monde entier qui sont télésuivis avec une prothèse électronique, et tout tient dans ces 3 armoires. Donc, en soi, ça n'a rien de très impressionnant parce que ce n'est pas très différent de racks que vous pouvez voir éventuellement dans les services informatiques de vos établissements. Le plus impressionnant, en fait, lorsqu'on va voir le centre qui récupère, le data center qui récupère toutes les données, c'est toute la sécurité qu'il y a autour. Pour rentrer dans la salle qui héberge ces trois armoires, il n'y a que quelques personnes qui sont autorisées à le faire. Elles vont passer une première porte où elles présentent un badge et saisir un mot de passe. Donc, le badge, ça veut dire qu'on détient quelque chose qui permet de dire qu'on est autorisé. Et puis, le mot de passe, c'est une information que l'on connaît. Donc, on croise quelque chose que l'on possède et quelque chose que l'on connaît. Il y a une deuxième porte où là, la personne qui veut rentrer doit à nouveau présenter son badge et cette fois va scanner son empreinte digitale. C'est-à-dire qu'à la deuxième porte, on va croiser 2 informations. Une donc, que l'on possède, toujours le badge, et puis une information sur ce que l'on est, donc l'empreinte digitale. Donc en fait, on a utilisé 3 critères différents. Quelque chose que l'on possède, la carte, le badge, pardon, quelque chose que l'on connaît, c'est le mot de passe, et ensuite quelque chose que l'on est soi-même, l'empreinte digitale. Donc 2 portes avec 3 critères pour pouvoir rentrer. Et puis la salle elle-même est truffée de capteurs, de fumée, d'humidité, parce qu'on craint évidemment une fuite avec un risque d'inondation, des capteurs de mouvement, enfin énormément de capteurs, la climatisation qui est très importante pour maintenir tout ça à température, des systèmes anti-incendie dans le cas où des fumées seraient détectées. Donc en fait, le plus impressionnant, ce n'est pas tellement les 3 armoires avec des serveurs, parce qu'on voit ça à peu près partout, c'est surtout tous les capteurs et tous les systèmes autour pour s'assurer le fonctionnement et éviter de perdre le système. Donc ça, ce sont des considérations assez nouvelles. Toutes les entreprises qui fabriquent des pacemakers, des défibrillateurs et des prothèses implantables, évidemment, avec l'informatique et gérer la sécurité de l'information. Mais là, comme il s'agit de la sécurité des données des patients, il y a encore une dimension supplémentaire avec un niveau d'exigence qui est très élevé. L'objectif, c'est de garantir la sécurité des données des patients. Et donc, il y a 3 critères plus un 4e qui sont importants. Le premier, c'est l'intégrité des données. C'est-à-dire que lorsqu'un pacemaker, par exemple, transmet une donnée, il faut que vous, au moment où vous allez la lire, ça soit bien la donnée exacte qui vous soit transmise et qu'elle n'ait pas été altérée entre-temps. Si vous avez une impédance de sonde à 585 ohms qui est transmise, il faut que vous ayez sur le site internet 585 ohms et pas une autre valeur. Donc, l'intégrité des données en matière de sécurité, on en parle peu parce que je dirais que ça va de soi. Et puis maintenant, il y a pas mal de choses qui fonctionnent très, très bien. Mais enfin, c'est quand même le premier paramètre qu'on prend en compte. Le paramètre de disponibilité est important, c'est-à-dire on veut s'assurer que lorsque vous avez besoin de vous connecter, vous ayez une bonne chance de pouvoir le faire et d'obtenir les informations qui sont importantes pour vous. Alors, le critère de disponibilité il est important, mais comme la télécardiologie n'est pas un système d'urgence, on a un niveau d'exigence qui n'est pas forcément aussi élevé que, par exemple, pour vos dossiers électroniques. Donc, dans vos établissements, si vous utilisez un dossier électronique pour le patient, ce qui, je pense, est le cas maintenant pratiquement partout, vous devez être sûr d'y accéder avec un niveau de disponibilité très élevé, puisqu'il y a des décisions médicales qui doivent éventuellement être prises rapidement avec le dossier du patient. Pour la télécardiologie, c'est un peu différent. C'est le contrôle du pacemaker, du défibrillateur ou du holter implantable à distance. Il n'y a pas de notion d'urgence. Donc, on s'astreint à un minimum de disponibilité de 95% en permanence, mais ça veut dire qu'il peut potentiellement y avoir des interruptions prolongées. Donc, chez Biotronic, on s'autorise jusqu'à 48 heures, ce qui n'est jamais arrivé. On peut avoir potentiellement 48 heures d'interruption du système.
ce qui peut paraître assez long, mais il faut savoir que si on veut une meilleure disponibilité, enfin, si on veut un engagement plus élevé, évidemment, tout cela a un coût. Une bonne partie du système est doublée, mais enfin, il est difficile de tout doubler. Et puis, dans certains cas, il faudrait même tripler, voire quadrupler certains systèmes pour être sûr de garantir une meilleure disponibilité. Donc, la disponibilité, c'est évidemment un critère important, mais enfin, avec un niveau d'exigence qui est plus faible que dans d'autres applications que vous utilisez dans vos établissements. Et le troisième, c'est la confidentialité. Et là, évidemment, c'est celui qui est particulièrement important dans le monde médical, puisqu'on ne veut pas que les données de patients soient accessibles, on ne veut pas qu'un patient puisse être ciblé ou que des données soient piratées. Et vous savez que l'un des risques, l'une des attaques les plus fréquentes de ces dernières années dans le monde médical, en fait, c'est du rançonnage. C'est-à-dire que ce n'est même pas tellement une fuite de données qui se passe, c'est que les pirates cryptent les données, par exemple des dossiers électroniques, et puis demandent de l'argent pour décrypter. Et vous avez dû voir, depuis 2 ans, il y a eu pas mal d'attaques qui ont concerné certains établissements en France, ce qui montre que malheureusement, les pirates s'attaquent à tous les domaines, y compris le médical. Il n'y a pas de... Pour eux, il y a vraiment, ils sont sans foi ni loi, il n'y a pas de domaine qui soit préservé. Voilà, donc, en matière de sécurité informatique, il y a donc 3 paramètres importants: l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité. Et le 4e paramètre, en fait, c'est la traçabilité, et il concerne tout ce qu'on fait, et notamment, il concerne l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité. C'est-à-dire que le système doit être capable d'enregistrer toutes les modifications qui sont faites, les accès. Donc, ça concerne les accès par vous, utilisateurs du système. On sait, le système enregistre quand vous vous connectez, à quelles données vous vous connectez, et ça, c'est une obligation. Mais la traçabilité, elle s'applique également à tous les éléments du système. Donc, chaque serveur, chaque composant matériel ou chaque logiciel doit être tracé. On sait quand il a été installé, quand il a été mis à jour, par qui a pu avoir accès physiquement si c'est du matériel physique, qui a pu avoir accès si c'est du logiciel. Donc ça, c'est un point important. C'est effectivement dans toute la conception du système, la traçabilité doit être envisagée dès le début, puisqu'on doit être capable, en cas de problème, de savoir ce qui s'est passé, y accéder, est-ce qu'il y a eu quelque chose de litigieux ou pas, et éventuellement de revenir en arrière si jamais il y avait eu un problème. Voilà, donc il y a un niveau d'exigence qui est très élevé, et notamment en France, pour protéger les données des patients français. Le législateur a imposé il y a quelques années de ça la certification qu'on appelle HDS, certification à l'hébergement de données de santé. C'est-à-dire que dès lors qu'une organisation héberge des données de patients qu'elle ne soigne pas elle-même, elle doit obtenir cette certification. Donc, en particulier, lorsqu'une entreprise héberge des données de patients qui sont mises à disposition des établissements, on est obligé d'avoir cette certification. Donc, c'est la certification FDS. Et pour l'obtenir, il y a pas mal d'exigences. La première étant d'être certifié ISO 27001. Donc, les certifications ISO, ce sont des normes internationales qui, en général, sont très bien connues des entreprises. Et l'ISO 27001, ça concerne la sécurité, la gestion de la sécurité de l'information. C'est-à-dire que pour obtenir la certification d'hébergement de données de santé, on commence déjà par passer en revue toutes les exigences de la certification ISO 27001. On en rajoute quelques-unes qui sont propres au médical, aux données des patients. Et donc, on a des audits annuels qui sont faits. Il y a un premier audit initial pour obtenir la certification, et ensuite, tous les ans, un audit de surveillance qui est fait pour maintenir la certification, et au bout de 3 ans, on recommence de zéro. Donc ça apporte pas mal d'exigences, donc c'est énormément de travail également qui doit être fait. Et donc ça, c'est un composant en plus, c'est-à-dire qu'avant, en tant que fabricant de dispositifs médicaux, on respectait tout ce qui est normes en matière médicale, et donc on rajoute celle-ci sur les données de santé. Il y a des questions déjà sur cette première partie. N'hésitez pas, sinon j'avance. Et donc maintenant que les données sont dans la plateforme, donc vous les voyez vous-même probablement déjà, vous y accédez par le site internet et vous suivez les patients. Mais l'idée maintenant, c'est que les données, donc c'est la ligne du haut. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche comme curseur, mais donc sur la ligne du haut, on voit le patient. Et on peut maintenant
en plus de la télécardiologie, on peut connecter le programmateur qui lui-même va donc renvoyer les données sur le site de la télécardio. C'est-à-dire que la plateforme dont on a parlé collectait avant les données des patients à leur domicile, et on rajoute maintenant les données qui viennent du programmateur lors des consultations, ce qui vous permet de les avoir toujours sous la main. Et puis, là où on évolue aussi, c'est qu'à partir du moment où les données, donc la plateforme à Berlin, on l'appelle HMSC, Home Monitoring Service Center. Et l'idée maintenant, c'est qu'en aval de cette plateforme aussi, donc c'est la deuxième ligne, on a des possibilités d'exporter les données. Donc vous les voyez, donc c'est le petit 2 là sur la plateforme avec le système de couleur rouge, jaune, et puis la visualisation des données, des tracés éventuellement. Mais il est possible maintenant d'exporter les données vers le dossier électronique du patient ou un logiciel dédié pour l'arythmo ou pour votre activité. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que les données ne sont pas uniquement dans la plateforme et accessibles par un navigateur Internet, mais elles peuvent circuler sur d'autres systèmes. Donc ça veut dire qu'on a mis en place de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il y a des standards également pour exporter les données, pour qu'un système cible sache ce qu'il doit comprendre des transmissions qu'on peut lui envoyer. Donc en particulier, il y a une nomenclature standard qui a été mise au point par les 5 fabricants de prothèses, ainsi que la Société américaine de rythmologie, et puis quelques parties prenantes, pour définir, quand on transmet un fichier sur les données de prothèse, comment on représente les données qui concernent le patient, les données qui concernent sa prothèse, la sonde ventriculaire droite, la sonde ventriculaire gauche, etc. Donc il y a déjà une nomenclature commune pour représenter les données des prothèses. Et puis par ailleurs, dans le monde de l'informatique médicale, il y a pas mal de choses qui sont faites pour que 2 ordinateurs se parlent, échangent des données de patients, sachant qu'un patient, c'est déjà ne serait-ce qu'une identité, nom, prénom, date de naissance et le sexe au minimum. Et puis ça définit également les différents intervenants, donc les médecins, le type de documents qui vont pouvoir s'échanger, des comptes rendus, des images diagnostiques, des analyses de laboratoire. Donc il y a déjà pas mal de choses qui existent sur la communication entre ordinateurs de données médicales. Nous, on rajoute donc le volet spécifique aux données des prothèses, et ça permet donc de faire communiquer 2 ordinateurs pour échanger des données d'un patient implanté. Alors, un point important aussi avec la télécardiologie, c'est qu'on est vraiment rentré dans la vie du patient. Avant, lorsqu'on distribuait des prothèses implantables, on s'adressait essentiellement aux cardiologues et à ses équipes, aux établissements. Et puis le patient était important, évidemment, puisque c'est pour lui qu'on fait tout ça. Mais enfin, nous-mêmes, on n'avait pas vraiment de contact avec lui. Éventuellement, dans les murs de l'hôpital, il arrivait à l'époque que les patients nous appellent, mais enfin, c'était assez rare. Avec Internet, ça a pas mal changé. Déjà, les patients vont beaucoup sur Internet, ils nous trouvent et éventuellement, ils nous appellent pour nous poser pas mal de questions. Mais surtout, puisqu'on a le Cardio Messenger qui est dans la chambre même du patient, c'est vrai qu'on est vraiment rentré dans sa vie. Donc, on est parfois confronté à la vraie vie des patients, donc à leur rythme de vie. Alors, je donne quelques exemples, mais vous avez des patients qui parfois travaillent loin de leur domicile, donc ils vont naviguer entre leur domicile et puis leur lieu de résidence pour leur travail, qui vont donc éventuellement se déplacer avec leur boîtier de transmission. On a eu quelques cas de patients qui étaient SDF et qui ne le disaient pas forcément aux médecins. Hein, donc malheureusement, on voit de plus en plus de gens qui travaillent mais qui malgré tout n'ont pas de domicile. Et ces gens-là, en général, sont par ailleurs relativement bien intégrés, donc ça leur permet éventuellement d'aller en consultation et de passer relativement inaperçu, puisqu'un patient comme ça ne va pas forcément dire au rythmologue qui l'implante qu'il est SDF. Et donc, on a eu quand même quelques cas où les patients avaient un boîtier de transmission, mais enfin, ils ne pouvaient pas l'utiliser puisqu'ils n'avaient nulle part pour le brancher. Donc ça, c'est un exemple qui est revenu 2 ou 3 fois en 20 ans de télécardio et qui nous a bien fait comprendre effectivement que là, la vraie vie du patient a un impact majeur, alors que quand il se présente à l'hôpital ou dans la clinique, il peut éventuellement essayer de faire bonne figure, et puis quand il n'est pas là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et avec la télécardiologie, en fait, on finit toujours par savoir un peu ce qui se passe. En tout cas, on est très dépendant de la vraie vie. Donc, c'est la raison pour laquelle, il y a pas mal d'années de ça, après la toute première étude qui était technique sur la télécardiologie, on s'est rendu compte qu'il fallait assurer un support qui était important. Alors, pour les clients, mais ça, on le faisait déjà, mais également pour les patients et les aidants. Même si l'appareil est très simple, il suffit de le brancher sur le courant et de l'avoir prêt pour la nuit. Il n'empêche, il y a pas mal de questions et puis il peut y avoir des doutes.
Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place, il y a des années de ça, un numéro vert où vous-même, mais aussi les patients et les aidants peuvent nous appeler. Et le numéro vert, oui, ce support téléphonique, c'est même devenu maintenant une obligation liée au remboursement des prothèses qui ont la télécardiologie. Donc, au téléphone, on reçoit pas mal d'appels des patients, alors notamment dans les jours ou les semaines qui suivent l'implantation, parce que lorsqu'ils sont chez vous et que vous leur remettiez le boîtier de télécardiologie, ils ne sont pas toujours très disponibles, enfin, peut-être pas dans leur état normal, ou ils n'anticipent pas toujours sur les questions de la vie quotidienne qu'ils auront après. Donc, il n'est pas rare que les patients nous appellent quelques jours après. Et c'est le cas beaucoup pour les aidants. Vous connaissez la moyenne d'âge à l'implantation pour un pacemaker qui est assez élevée. Donc, il n'est pas rare que lorsqu'un patient rentre chez lui, que les personnes qui l'aident, donc, c'est pas, imaginons un patient qui a 85-90 ans, lorsqu'il rentre chez lui, c'est peut-être un de ses enfants qui s'occupe un peu plus de lui. Et donc, lorsque l'aidant voit arriver le patient avec un boîtier de transmission sans savoir exactement ce que c'est, ça pose pas mal de questions. Donc, très souvent, ils nous appellent et ça nous permet, nous, d'expliquer exactement ce que c'est, notamment que ce n'est pas du tout un système de télésurveillance, de surveillance à distance, hein, ce n'est pas une téléalarme, pardon. Et puis de rappeler que ça n'est pas un système d'urgence, c'est un contrôle à distance de la prothèse. Et donc, il y a pas mal d'aidants qui nous appellent au départ. Et puis, les patients, après, sont susceptibles de nous appeler pour des questions pratiques. Donc, dès qu'ils ont un doute sur la transmission, par exemple, s'ils pensent avoir endommagé le carton messenger, il y a pas mal de questions pour les voyages, lorsque les patients se déplacent notamment à l'étranger. Et puis, un point important, donc, lorsqu'on a mis en place ce support, avec le numéro vert, on avait décidé d'appeler les patients qui ne transmettent pas, les non-communicants. On s'était rendu compte que la plupart du temps, c'était des problèmes d'utilisation qui expliquaient les non-transmissions. Donc, le boîtier était peut-être pas bien placé, peut-être éteint. Pas mal de patients âgés n'osent pas le brancher quand ils rentrent chez eux parce qu'ils ont peur de mal faire. Donc, on s'est rendu compte qu'à distance, en fait, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire et donc on pouvait décharger les équipes médicales. Donc, on a pris en charge, et aujourd'hui, c'est le cas pour quasiment tous les centres en France. On appelle les patients qui ne transmettent pas. Donc, vous recevez une notification, comme on a l'écran ici en jaune, ou éventuellement par mail, qui vous prévient que le patient n'a pas transmis depuis 14 jours. Et nous, on reçoit le même mail, en fait, qui va nous permettre de prendre contact avec le patient, savoir ce qui se passe. Donc, on peut éliminer pas mal de causes à distance. Donc, souvent, c'est lié à l'utilisation. Si on a éliminé toutes les causes à distance, ou si on a un vrai doute sur le carte de Messenger, on peut éventuellement le remplacer au domicile du patient. Ce qu'on fait en général, ce qu'on fait assez rarement, parce que la plupart des transmissions, des problèmes de transmission, viennent vraiment de l'utilisation. Mais les vrais problèmes liés au carte de Messenger sont très rares. Ça arrive surtout quand le patient nous appelle et nous dit qu'il a fait tomber le carte de Messenger et qu'il l'a appelé. Mais il est assez rare qu'un carte de Messenger soit défectueux. Et puis, en dernier lieu, si on a touché à distance et qu'on ne peut plus avancer, on vous appellera pour vous signaler. Et ça arrive parfois où il y a besoin d'une consultation pour reprogrammer la transmission du pacemaker, du défibrillateur pour relancer les transmissions. Donc aujourd'hui, pour suivre 54 000 patients équipés de prothèses biotroniques, il y a donc 6 personnes qui sont au téléphone, les 6 personnes que vous voyez là, qui sont dans les locaux de alors, on trouve ça important de faire ça. Alors, évidemment, en France, mais en plus que ça soit Biotronic qui le fasse plutôt qu'une société externe d'assistance, parce que ça nous permet d'être bien intégrés avec les spécialistes des prothèses également. C'est-à-dire que les 6 personnes qui sont là vont pouvoir répondre à la plupart des questions sur la télécardiologie. Il y a certaines questions auxquelles elles ne peuvent pas répondre, donc elles peuvent éventuellement passer l'appel à ma collègue Adelmos ou à moi-même. Alors Adelmos, certaines peut-être la connaissent ou la verront bientôt puisque c'est elle qui s'occupe des formations notamment sur la télécardiologie pour Biotronic. Donc on est 2 ingénieurs éventuellement à prendre les questions, les problèmes si besoin. Et puis on peut faire appel au service technique qui est spécialisé pour les prothèses qui se trouve dans le bureau d'à côté. Donc, mes collègues que vous êtes susceptibles de voir lors des implantations qui se déplacent depuis Paris, éventuellement en remplacement du représentant local, ils sont dans le bureau à côté de chez nous et donc ils peuvent assurer le support des prothèses. C'est-à-dire que si vous avez une question, que ce soit purement télécardiologie ou liée au fonctionnement de la prothèse, vous allez tomber sur une des 6 personnes qui est là, qui vous répondra ou éventuellement passera l'appel avec quelqu'un d'autre.
Et donc, tout ça est intégré puisque, au final, c'est une prothèse Biotronic. Donc, il faut que Biotronic puisse vous répondre, que ce soit une question de transmission, d'utilisation ou liée à la prothèse elle-même. Voilà, on fait ça depuis pas mal d'années maintenant. C'est à peu près 350 appels, ne serait-ce qu'avec les patients tous les jours, donc sans même compter les appels des équipes médicales, de vous-même, des médecins, pour les 53-54 000 patients qui sont suivis à peu près en France aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, pour l'instant. Parfait. Voilà. Et puis, avec l'expérience du numéro vert, de répondre aux patients, on a mis en ligne il y a quelques années de ça un site qui s'appelle telecardio.info. Il y a également une application que les patients peuvent télécharger sur leur téléphone ou leur tablette qui va leur permettre d'accéder à l'essentiel du contenu du site. Donc, on présente ce qu'est la télécardiologie pour les patients, pour les aidants, et puis également pour vous, personnel de santé. D'ailleurs, vous pouvez demander un accès, avoir un accès par mot de passe pour télécharger, par exemple, des documents qui servent à travailler au quotidien en télécardio. Et puis, pour les patients, on a regroupé en particulier toutes les réponses aux questions fréquentes. Donc, il y a une explication de la télécardiologie. On rappelle ce qu'est la télécardiologie. Et puis, il y a les questions fréquentes. Et notamment, vous trouverez dans la rubrique, il me semble que c'est Vivre avec la télécardiologie, la liste des pays où le patient peut voyager. Parce que lorsque le patient voyage à l'étranger, il y a plusieurs considérations. La première, il faut qu'il y ait… Alors, l'idéal, c'est qu'il soit joignable aussi. Donc, que vous ayez un téléphone pour le joindre là-bas quand il arrive à destination, ce qui en général est le cas. Il y a des patients qui voyagent à l'étranger souvent ont par ailleurs un téléphone portable qui fonctionne là-bas. La deuxième, il faut que le pays dans lequel il se rend ait au minimum un réseau de téléphone portable qui soit compatible avec ceux que nous utilisons. Donc, ce qui est le cas pratiquement partout, sauf quelques pays pour des raisons politiques, quelques pays d'Afrique noire. La carte SIM qui est dans le cadre de Messenger est fournie par Telecom, qui est le gros opérateur allemand, qui est l'équivalent d'Orange en France. Et cette carte SIM, cet opérateur Telecom passe des accords un petit peu partout dans le monde. Donc en France, par exemple, Telecom a des accords avec Orange préférentiellement, ainsi que SFR et Bouygues. Donc le carte de Messenger d'un patient peut utiliser l'un des 3 grands réseaux en France et préférentiellement Orange. C'est-à-dire que dès que le carte de Messenger détecte Orange, il va se mettre sur Orange. Et s'il ne trouve pas Orange, il pourra utiliser l'un des 2 autres. Et donc, lorsque le patient voyage à l'étranger, c'est la même chose. Le carte de Messenger va chercher le ou les réseaux qui sont disponibles et qui ont signé un accord avec le gros opérateur, donc Telecom. Donc, voilà, comme je vous le disais, c'est à peu près partout dans le monde, avec quelques exceptions. Et puis, donc vous trouverez sur le site la liste des patients où il y a bien le réseau. Et puis, avec un petit rappel également pour ceux où il y a plus de 3 heures de décalage horaire, puisqu'on règle la transmission la nuit, donc en général, c'est entre 1h et 4h du matin. Et si vous avez beaucoup de décalage horaire, donc cette transmission risque d'arriver soit tôt le matin, soit en fin de journée. Donc, ça veut dire que si le patient veut vraiment voyager avec le carte de Messenger, s'il a le modèle récent, le Smart, qui est portable, il faut qu'il l'ait sur lui au moment de la transmission. S'il le laisse dans sa chambre, évidemment, ça ne marchera pas. Donc, si le décalage horaire est trop important, en général, on regarde à partir de 3 heures. S'il y a plus de 3 heures de décalage horaire, le mieux, c'est de prévenir le patient. Soit il garde le carte de Messenger avec lui au moment de la transmission, donc il reste toujours dans la ligne française. Soit on considère que ce n'est pas la peine, et à ce moment-là, on sait qu'il n'y aura pas de transmission pendant la durée de son séjour. Enfin, il faut se poser la question au-delà de 3 heures de décalage horaire. En dessous de 3 heures, il n'y a pas de problème. Donc, en particulier pour tout ce qui est Europe et bassin méditerranéen, on a les réseaux qui sont compatibles et moins de 3 heures de décalage horaire. Donc là, il n'y a pas de problème. Au-delà de 3 heures, voilà, ça vaut le coup de vérifier. Alors, je vais maintenant voir les études. Donc, je ne sais pas si sur toute la partie un peu plus technique. Bon, sinon, on aura l'occasion par la suite. Il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, je vais détailler un petit peu les études. Donc, la toute première date de 2005 et on continue aujourd'hui à faire beaucoup d'études. Donc, quand on va chercher les études, par exemple, si on va sur PubMed et qu'on cherche remote monitoring avec des fibrillateurs ou pacemakers ou implantables, il y a pas mal d'études qui sont biotroniques puisqu'on avait commencé il y a assez longtemps.
Et la télécardiologie, c'est vrai que c'est notre cheval de bataille, donc on continue à faire beaucoup d'études. Donc la toute première, c'était l'étude Oedipe. Donc je vais passer d'abord en revue les études sur les stimulateurs. Alors, Oedipe, pour nous, c'est important parce que c'est la première étude randomisée avec ou sans télécardiologie, mais l'objectif, en fait, était de regarder les implantations en semi-ambulatoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des durées d'hospitalisation qui étaient encore relativement longues. Et l'idée, c'était pour les patients qui étaient tirés au sort dans le groupe actif, de les libérer le lendemain même de l'implantation, voire le jour même en cas de remplacement de prothèse, mais par contre de les suivre à distance avec la télécardiologie. Donc on les faisait sortir plus tôt, mais par contre on se donnait une chance de détecter s'il y avait un problème. Donc il y avait une randomisation. Donc dans le bras bleu, ici en haut, c'est le groupe de contrôle. L'étude s'arrêtait au bout d'un mois, qui correspond au premier contrôle après l'implantation, lorsque le patient revient. Donc là, le patient était susceptible de revenir si jamais il appelait lui-même, alors que dans le groupe télécardiologie en bas, il pouvait revenir de lui-même s'il avait un problème, mais en plus, la télécardiologie permet éventuellement de détecter un événement désirable et donc de le reconvoquer. Donc l'étude a montré qu'on pouvait effectivement implanter les pacemakers en ambulatoire ou semi-ambulatoire, ce qui était l'objectif principal. Il n'y avait donc pas plus d'événements indésirables. Donc dans beaucoup d'études, les premières études qu'on a faites sur la télécardiologie, on a randomisé les patients avec ou sans télécardiologie, et puis on regardait les événements indésirables qui permettent de s'assurer en fait de la sécurité. On avait réduit les durées moyennes d'hospitalisation, et donc ça a permis à pratiquement tous les patients de sortir plus tôt. 87% des patients suivis par télécardiologie ont pu sortir comme prévu dans les 24 heures suivant l'implantation. Alors, un point qui est important, c'est dans cette étude, comme toutes les études randomisées qu'on a faites par la suite, le groupe actif bénéficie de la télécardiologie, mais en réalité, dans le groupe de contrôle, on leur remettait quand même un cardio messenger. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, pour le groupe de contrôle, comme il ne fallait pas qu'il y ait de rôle de la télécardiologie, on masquait les données pour le rythmologue ou l'équipe médicale. Mais il n'empêche qu'on recueillait quand même quotidiennement les données des stimulateurs. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des informations très précises sur quelque chose, sur un événement désirable. C'est-à-dire que ça nous a permis, lorsqu'il y avait un événement indésirable qui était constaté en consultation, de pouvoir le dater précisément. Donc, par exemple, dans le groupe de contrôle, si un patient, lorsqu'il revenait au bout d'un mois, on constatait un déplacement de sonde, dans les données de la télécardiologie, on arrivait à dater le déplacement de cette sonde et donc on arrivait à voir le délai qu'il y avait entre l'événement désirable et sa détection. Et donc ça permet de détecter le délai pour réagir entre le groupe de contrôle avec un suivi normal ou les patients suivant télécardiologie. Donc dans Oedipe, là on ne voit pas l'image, mais il y avait bien un cardio messenger pour tous les patients. La différence, c'est que dans le groupe de contrôle, les données de télécardiologie étaient masquées et n'étaient utilisées que pour l'analyse des données de l'étude, et ça, on l'a refait pour toutes les études qui ont suivi, et ça s'est avéré particulièrement utile. On va le revoir après. Donc, sur Oedipe, on avait surtout regardé le premier mois après l'implantation, et le but du jeu, c'était surtout de valider le principe de l'implantation ambulatoire. Mais on a vu en plus un résultat qui est important, au-delà de l'objectif principal, la réduction, c'est sur le nombre de, alors je m'excuse, la dépôt là en anglais, mais les serious adverse events, donc ce sont les événements indésirables, alors graves ou non graves. Donc à droite en noir, le groupe actif à gauche, et à chaque fois pour le groupe actif comme pour le groupe de contrôle, vous avez à gauche les événements graves et à droite ceux qui ne sont pas graves. Ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'on a trouvé dans les groupes, deux groupes sensiblement la même proportion d'événements indésirables. La différence, c'est que dans le groupe actif, il y avait beaucoup moins d'événements indésirables graves. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en détectant à distance des événements indésirables, on reconvoque le patient vraisemblablement avant qu'il ne devienne grave. Dans le groupe de contrôle, lorsqu'un événement indésirable, malheureusement, il passe inaperçu pendant un bon moment, jusqu'à soit que le patient se plaigne, appelle de lui-même, soit qu'on arrive à la consultation de contrôle qui était prévue. Et donc, on va potentiellement détecter et régler un problème qui était apparu déjà quelques jours ou quelques semaines avant. Donc, un résultat qui est important pour la télécardiologie sur Oedipe,
c'est qu'on a manifestement rendu des événements graves, non graves. Donc après cette première étude, on a voulu voir évidemment à long terme, parce que l'intérêt de la télécardiologie, c'est surtout dans le suivi du patient pendant toute la durée de vie de la prothèse. Donc on a fait l'étude COMPA également en multicentrique en France, donc là ce sont des études françaises, où on a regardé donc, la télécardiologie sur 18 mois. Une fois encore, il y avait une randomisation. Tous les patients avaient un cardio messenger, mais on masquait les données de la télécardiologie pour le groupe de contrôle, donc qui est toujours en haut. Donc le patient revenait soit aux dates qui étaient prévues selon les habitudes du centre, soit à sa demande ou éventuellement à la demande d'un cardiologue ou d'un médecin correspondant qui renvoyait le patient vers le centre d'implantation. Et puis dans le groupe actif, évidemment, on rajoutait la possibilité que par la télécardiologie, on détecte quelque chose et qu'on convoque le patient. Dans le bras télécardiologie, donc entre l'inclusion d'un patient qui se faisait à 1 mois, c'est-à-dire au premier contrôle après implante, donc entre 1 mois et 18 mois, en télécardiologie, le patient n'était pas revu en face à face, donc sauf s'il y avait une reconvocation ou si le patient ou un médecin souhaitait que le patient soit revu. Mais donc, on essayait vraiment de ne pas avoir... Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de consultation planifiée. Et dans le groupe actif, c'était fait selon les habitudes du centre. Donc là encore, on a retrouvé la sécurité du suivi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus d'événements indésirables dans le groupe télécardiologique que dans le groupe suivi conventionnel. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ça donne la possibilité effectivement de suivre le patient et puis de le voir moins souvent. D'autant qu'on a trouvé qu'on réduisait de 56% donc, le nombre de suivis intermédiaires. Donc, on fait moins de suivis en face à face à des dates prévues. Par contre, on rajoute quelques suivis qui sont déclenchés par les télécardiologies. Donc, au total, ça fait une réduction de 56% du nombre de suivis. Et puis, on a vu un résultat également qui est important sur les hospitalisations. Alors, pas toutes les hospitalisations, mais en tout cas celles qui sont liées aux arythmies atriales et aux AVC, on a réduit de 66% le nombre de ces hospitalisations. Donc ça, c'est important parce que c'était la première fois qu'on voyait un bénéfice médical. Alors, l'étude n'a pas été faite pour ça, ce n'est pas l'objectif principal, donc on ne peut pas conclure complètement. Mais enfin, c'est quand même un indice qu'on doit pouvoir, en voyant les choses plus tôt et en reconnaissant le patient, éviter des problèmes liés à la FA et aux AVC. Alors, COMPA a été présenté en 2011 et publié en 2012. Et pendant longtemps, c'est resté la seule étude sur le suivi vraiment à long terme des pacemakers, mais on va le voir tout à l'heure, il y a une un petit peu plus récente qui est sortie et qui va prolonger un peu au-delà des 18 mois. Alors après COMPA, comme on avait vu des résultats sur la FA et les AVC, on a fait l'étude CETAM pour s'intéresser en particulier vraiment au suivi de la FA, donc toujours une étude où on randomise. Et dans le groupe de contrôle, le patient a bien un cardio messenger, mais dont les données sont masquées comme on l'avait fait avant pour COMPA. Et ça nous a permis vraiment de dater les événements de fibrillation atriale, les événements atriaux. Et donc, grâce à cette étude, on a pu voir une réduction de 110 jours du temps de réaction médicale lorsqu'il y a une arythmie atriale. Donc, lorsqu'il y a une arythmie atriale par télécardiologie, elle va être vue potentiellement le lendemain même, ou admettons que ça se produise un samedi matin, ça ne sera peut-être vu que le lundi, donc il peut y avoir un délai de 2-3 jours pour détecter la FA, mais ça permet de reconvoquer le patient malgré tout relativement rapidement. Alors que quand il revient en consultation tous les 6 ou 12 mois, potentiellement, on peut perdre autant de temps pour détecter un épisode de FA. Donc, c'est-à-dire qu'on prend du retard pour ne serait-ce qu'anticoaguler le patient. Voilà, donc CETAM a montré un gain de 110 jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à réduire aussi le nombre de patients qui avaient plus de 10% de FA. Alors, pourquoi plus de 10%? Bon, c'est un critère qui a été fixé parce qu'il y a pas mal de patients qui ont des petits épisodes de FA, donc on ne sait pas toujours s'il est important de les traiter ou pas. Et voilà, le comité scientifique de l'étude a estimé que 10%, c'était un bon critère pour couper et regarder ce qui se passait au-delà. Donc, on a réduit le nombre de patients qui avaient plus de 10% de FA. Et donc, en moyenne, c'est à peu près 4 heures par jour de FA qui a été réduite au-delà du 19e mois de suivi. Donc, une réduction importante de la charge de la fibrillation atriale. Alors, je vous disais, COMPA est resté longtemps la seule étude sur le suivi à long terme des
les patients porteurs de pacemaker. Cet homme s'intéressait vraiment spécifiquement à la fibrillation atriale, mais ne s'intéressait pas forcément à la survie de ce qu'il devenait. Et en 2020, une équipe japonaise a sorti une étude qui est très intéressante. Donc ça s'appelle At Home, sur un suivi sur 2 ans, donc encore un petit peu plus long que COMPA. Et ils ont vraiment comparé la survie des patients. Et on voit que pour les patients suivis à distance, donc ce qu'on appelle le remote effut, qui est en noir ici, ils se comportent aussi bien et même un tout petit peu mieux que les patients qui sont suivis conventionnels. Donc là, la courbe que l'on peut monter, ce sont les décès, les réinterventions, ainsi que les AVC. Donc c'est le cumul décès, AVC et puis réintervention pour un motif cardiovasculaire. Et vous voyez que ça monte un tout petit peu moins pour les patients qui sont suivis à distance, RFU en noir, que pour ceux qui sont en rouge. Donc cette étude est importante. Il y a une étude espagnole qui allait un tout petit peu dans le même sens, enfin qui allait dans le même sens et qui cherchait à regarder le suivi en télécardiologie pure par rapport à un suivi télécardiologie plus face à face. Donc ces 3 études, l'étude espagnole ATOM et COMPA, se sont complétées et elles ont permis de revoir les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc vous avez peut-être vu passer ces recommandations sur la stimulation en septembre dernier. Donc en particulier, alors, le suivi est recommandé pour réduire le nombre de visites en face à face pour des patients chez qui ont des difficultés à se déplacer. Et évidemment, mais ça, il n'y avait pas besoin des recommandations pour ça. Le suivi à distance est recommandé lorsqu'un composant est sous alerte ou à surveiller. Donc vous recevez quelquefois des alertes de matériaux-vigilance pour un défibrillateur, les pacemakers, je ne sais pas si il y a pu y en avoir récemment. Mais enfin, lorsqu'il y a un doute sur effectivement le composant de la prothèse, le mieux c'est de suivre le patient à distance. Et puis donc le grand résultat, le grand changement grâce à At Home et puis COMPA également, c'est donc la 3e ligne, les suivis en face à face des stimulateurs simples et double chambre peuvent être espacés jusqu'à 24 mois chez les patients avec un suivi à distance des dispositifs. Donc, je rappelle que les recommandations de suivi aujourd'hui, c'est au minimum un face à face par an pour tous les porteurs de PES et de DEF. Et pour les pacemakers, on peut faire éventuellement un 2e contrôle en face à face ou à distance. Et donc là, on est passé à un suivi en face à face tous les 24 mois. Avec une recommandation de niveau 2A. Donc on peut le faire, ça ne s'impose pas, mais on peut tout à fait le faire, à un niveau de profil bon. Et donc il faut envisager le suivi à distance des stimulateurs pour détecter plus précocement les problèmes cliniques. Donc ça c'est important parce que je pense que tous vos centres sont confrontés à l'augmentation du nombre de contrôles. Depuis pas mal d'années, c'est le cas de Bordeaux par exemple, le télésuivi est venu aider et donc se substituer à certaines des consultations face à face. Et donc pour les pacemakers, en passant à un face à face tous les 24 mois, on donne vraiment la possibilité de s'alléger la charge des consultations de contrôle, qui prend de plus en plus de temps pour vous, pour les médecins, au détriment d'autres tâches. Je pense notamment à tout ce qui se fait au bloc opératoire. Il y a des questions. On va venir maintenant au défibrillateur, donc n'hésitez pas si déjà sur ces premières études. Alors, il y a une étude que je ne mentionne pas ici, c'est l'étude de Trust sur le défibrillateur. Donc, c'est une étude avec ou sans télécardiologie qu'avaient faite nos collègues américains, qui a été la toute première publiée sur les défibrillateurs et qui montrait qu'il n'y avait pas plus d'événements désirables chez des patients télésuivis que chez les patients qui venaient en consultation conventionnelle. Donc, l'étude ICOST est sortie un petit peu après sur le même principe. Alors, ICOST a 3 avantages. Le premier, c'est que le suivi est un petit peu long, un peu plus long. On a fait un suivi à 27 mois. Donc, les résultats de ICOST et de Trust se complètent, mais Trust a effectivement 3 avantages, suivi plus long. Le deuxième, c'est que comme les patients du groupe de contrôle avaient également un quart de messenger, on a pu avoir des données plus fines, on a pu dater précisément des événements désirables, et puis calculer le délai entre l'apparition de l'événement et sa détection en consultation. Et puis le troisième avantage d'ICOST, c'est qu'on a également des données économiques, puisqu'à l'époque, on avait eu l'autorisation d'obtenir les données de remboursement de la sécurité sociale des patients. C'est-à-dire que pour les 2 groupes, l'Université de Lille a obtenu l'intégralité des remboursements. Alors, pas seulement pour le défibrillateur, mais tous les remboursements de patients, même si c'est des consultations généralistes,
même si ça concerne d'autres pathologies. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permettait de voir les coûts dans les deux groupes de population et éventuellement s'il y avait des coûts indirects. Donc je ne sais pas si le fait de voir moins souvent le patient en cardiologie, il y avait peut-être d'autres problèmes qui étaient moins bien détectés ou si ça générait d'autres problèmes. Là, on aurait pu le voir sur les coûts. Donc, une fois encore, on randomise les patients. Ceux qui sont dans le groupe de contrôle, alors revenez quand même, dans le groupe de contrôle pour ICOS, comme il s'agissait de défibrillateurs, il y avait des contrôles, il y avait des contrôles assez fréquents en consultation, et puis ils étaient susceptibles de revenir en cas de problème, mais à condition qu'eux-mêmes ou un médecin détecte. Et puis dans le groupe actif, évidemment toujours la même chose, mais avec en plus les consultations en plus. Et comme il s'agissait de défibrillateurs, il y avait quand même des contrôles qui étaient imposés en face à face. Alors autant dans COMPA, il n'y avait aucun face à face pour le groupe télécardio pendant les 18 mois de l'étude. Là, pour ICOS, il s'agit de défibrillateurs et puis c'est un suivi de 27 mois, donc il y avait quand même quelques face-à-face qui étaient prévus, mais en gros, on réduisait par 2 le nombre de consultations de contrôle prévues. Donc on retrouve à nouveau le résultat qui est la sécurité des suivis. On retrouve la sécurité du suivi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'événements indésirables pour les patients télésuivis que pour les autres. On a réduit de 24% le nombre de suivis de face-à-face. Donc, en gros, on cherche à en éliminer 1 sur 2, mais enfin, il reste quand même la première consultation entre 1 et 3 mois ainsi que la dernière à 27 mois. Donc, on savait qu'on n'allait pas réduire de 50% le nombre de consultations. Et donc, 24%, c'est déjà un pourcentage qui est important. Donc, entre les consultations qui sont imposées, celles qu'on a réduites et celles qu'on a potentiellement rajoutées avec la télécardiologie, on réduit 24%. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a entrevu des bénéfices cliniques. Alors, une fois encore, l'étude n'était pas faite pour ça, donc on ne peut pas trancher complètement, mais enfin, il y a quand même des indices forts. Le nombre de chocs délivrés a été réduit, et là, c'est très impressionnant par 71%. Et en fait, si on le réduit autant, c'est parce qu'on réduit notamment les chocs inappropriés. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'un patient reçoit un choc inapproprié, il arrive qu'avant cela, il ait reçu d'abord des stimulations antitachycardiques qui étaient elles-mêmes inappropriées. Donc, les chocs inappropriés, on les voit en cas de surdétection, on les voit également en cas de problème de sonde. Et très souvent, avant que le patient soit choqué, il reçoit déjà d'abord des traitements antitachycardiques qui sont indolores, donc lui-même n'a pas particulièrement de raison de se plaindre, sauf qu'en télécardiologie, on ne passe pas à côté. Et donc, dans ICOST, on avait réduit le nombre de patients qui recevaient des chocs inappropriés par 2, et surtout, on a en fait éliminé les cas de patients qui reçoivent des chocs en série. Dans le groupe de contrôle, on avait 2 patients qui avaient reçu plusieurs dizaines de chocs inappropriés. Donc, entre le premier choc et le moment où ils arrivent à venir en consultation et qu'on coupe leur nef, ils ont eu le temps de recevoir plusieurs dizaines de chocs. Et dans le groupe actif, on n'avait absolument aucun patient dans ce cas de figure-là. Alors, c'était une étude sur quelques centaines, 433 patients, donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver du tout chez les patients télésuivis, mais enfin, on se rend compte qu'on réduit notamment le nombre de chocs inappropriés, et notamment les chocs inappropriés en série. Sur ces 433 patients, on passe de 2 patients qui reçoivent des chocs en série de 2 à 0. Donc, pour ces 2 patients à qui on a évité cela, c'est quand même majeur. Voilà, donc on réduit évidemment le nombre de charges. Et puis, un résultat important, c'est qu'on a réduit les coûts. Donc, comme je vous le disais, on a obtenu les données de la sécurité sociale. Et à l'époque, quand on prenait tous les coûts de remboursement des patients, on arrivait à 315 € au moins pour les patients télésuivis par rapport à ceux qui viennent en consultation normale. Il y a 2 facteurs qui sont importants, la réduction des consultations et surtout des transports qui vont avec, et puis également la prolongation de la durée de vie d'IDEF. Dans le groupe de contrôle, lorsque des patients ont eu des charges en série, ce sont des patients pour lesquels la durée de vie d'IDEF a été plus courte, donc il a fallu les remplacer plus tôt. Et donc avec la télécardiologie, en évitant ces charges en série, on maintient la durée de vie d'IDEF, et donc ça a un impact important sur les coûts. Donc, à l'époque, c'était 315 € de réduction par patient et par an. Il y avait juste un coût qui nous manquait à l'époque dans l'étude, c'était le remboursement de l'activité médicale de la télécardiologie. Il se trouve que depuis 2018, il y a le programme ETAP qui existe, et donc la télésurveillance médicale maintenant est remboursée 130 € par patient et par an. Donc en fait, de ce gain de 315 € par patient par an, on peut retrancher 130 €. Et ça veut dire qu'on a une économie de 185 € par an par patient aujourd'hui sur des patients télésurveillés.
Donc 185, c'est peu, c'est-à-dire que ce n'est pas une réelle économie de santé, mais en tout cas, ça montre que le suivi par télécardiologie, au final, ne coûte pas plus cher qu'un suivi conventionnel. Lorsqu'on a sorti la télécardiologie et lorsqu'on a été voir les autorités pour obtenir, nous, les remboursements déjà de notre matériel, on nous a souvent dit que ça coûtait quand même très cher, est-ce que ça justifie, etc. Donc là, on voit avec les premières études, notamment Compa et Cost, qu'on n'a pas plus d'événements désirables. Donc en termes de sécurité, c'est équivalent. On voit même certains bénéfices, même si les études n'ont pas été faites pour. Et en plus, ça ne coûte pas plus cher. Donc ça justifie qu'à partir de 2018, il y a donc le programme ETAP qui prend en charge l'activité médicale. Et c'était vraiment ce qui manquait pour que la télécardiologie prenne son essor. On a fait une étude sur la compréhension des patients de ce qu'est la télécardiologie et puis sur l'adhésion. Donc, c'était l'étude EDUCAT. Donc, on remettait la télécardiologie aux patients. Il y avait 2 questionnaires. Le premier qui était assez rapide au bout d'un mois, qui cherchait à évaluer si le patient avait bien compris ce qu'était la télécardiologie et puis comment utiliser le Cardio Messenger. Et à 6 mois, on a envoyé un questionnaire pour évaluer la satisfaction du patient. Alors, le graphique n'est pas forcément très lisible, mais enfin, ça montre que globalement, les patients avaient bien compris. C'est donc le graphique ici, c'est les résultats sur la compréhension sur le système. Donc, la technique, c'est en gros, le patient a compris comment ça marche, et le médical, il a compris à quoi ça sert. Et vous voyez que la plupart des patients sont dans la partie de droite, donc ce sont ceux qui, enfin, à droite, ça veut dire que le patient a bien compris, alors qu'à gauche, ça voudrait dire qu'il a mal compris. Donc, la plupart ont bien compris. Alors, j'ai plus de chiffres précis ici, mais enfin, la plupart étaient contents du système et étaient tout à fait d'accord pour le garder au-delà des 6 mois. Bon, les patients âgés, on pouvait s'en douter avec besoin d'un petit peu plus d'attention et besoin qu'on l'explique un petit peu plus. Mais un point qui est important, c'est que la facilité d'utilisation n'était pas tellement liée à la compréhension. C'est-à-dire qu'on a regardé est-ce que les patients transmettaient bien ou non, et est-ce que c'était corrélé à la compréhension. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était peu corrélé. C'est-à-dire qu'en fait, même quand le patient n'avait pas bien compris à quoi ça servait, comment ça marchait, on avait les autres transmissions qui étaient globalement satisfaisantes, qu'il n'y avait pas plus de problèmes. Donc, ce qui semblait démontrer que le système était suffisamment simple pour que même des patients qui n'avaient pas bien compris soient relativement bien faits. Nos collègues allemands ont sorti l'étude InTime. Alors, celle-là est très importante parce que c'est une étude qui a été faite, alors cette fois sur les patients insuffisants cardiaques. Alors, implantés dans des défibrillateurs, alors ça pouvait être un simple chambre, ce n'est pas forcément des patients resynchronisés, mais enfin, ce sont des patients défibrillateurs insuffisants cardiaques. Et eux ont regardé la mortalité. Et donc, vous voyez ici dans le petit graphique la survie des patients. Et vous voyez que la survie des patients du groupe Home Monitoring, donc les patients télésuivis en bleu, est meilleure que pour les patients qui reviennent, qui ont un suivi conventionnel, le groupe de contrôle. Donc ça, c'est une étude qui est très importante parce que c'est la première fois qu'on a montré un bénéfice en termes de mortalité. Donc ça concerne les patients insuffisants cardiaques. On n'est pas certain que les résultats soient les mêmes si vous prenez des patients non insuffisants cardiaques. Et donc on a réduit, alors il y a de la mortalité et puis également l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Le critère principal, c'était le score de Packer qui prend en compte la mortalité et puis les hospitalisations, les événements désirables liés à l'insuffisance cardiaque. Enfin, tout ce qui est événement désirable cardiovasculaire. Voilà, donc en suivant le patient de proche en proche, on arrive à anticiper, à détecter les problèmes et à anticiper. Les résultats de InTime, de eCost et puis également de l'étude TRUST, l'étude américaine, ont été poolés, ce qui a permis d'avoir une population bien plus importante. Et on retrouve donc un bénéfice sur la mortalité. Donc là, on a la courbe de la mortalité. Et une fois encore, on voit que le groupe HM au monitoring a une mortalité moindre sur 12 mois que ceux qui sont suivis en conventionnel, avec une réduction de 9%. Et puis là encore, on trouve une réduction du critère composite qui tient compte des décès, des hospitalisations pour aggravation de l'insuffisance cardiaque. Voilà, donc sur les études, on a montré en gros l'équivalence du suivi pour toutes les prothèses, pacemakers, défibrillateurs,
Et pour les patients cardiaques, on a un effet sur la mortalité. Et puis ensuite, quand on prend ceux qui ne sont pas insuffisants cardiaques, il y a des bénéfices contigus sur la FA, sur les hospices par FA et AVC pour les pacemakers, sur les chocs inappropriés pour les défibrillateurs, et puis également sur les coûts pour les défibrillateurs. Et on peut supposer que pour les pacemakers, la réduction des coûts serait sensiblement équivalente. En tout cas, ça ne doit pas coûter plus cher de suivre un patient à distance pacemaker que de le revoir régulièrement face à face. Alors, j'ai mentionné aussi d'autres études sur la survie des patients. Alors là, il s'agit de registres. Alors, tout ce qu'on a vu jusque-là, c'était des études biotroniques. Là, le registre altitude, il a été fait sur des patients aux États-Unis qui étaient équipés du système latitude de Boston Scientific. C'est un registre, hein, ce n'est pas une étude randomisée, donc on sait qu'il y a quelques biais, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que si on prend les patients porteurs d'un défibrillateur, donc ce sont ceux qui sont en bleu, ceux qui sont ce qu'ils appellent network, c'est-à-dire connectés, suivis à distance, leur survie est meilleure que ceux qui ne sont pas connectés. Donc, on voit les deux courbes bleues, hein, celle au-dessus, c'est les patients télésuivis, et en bleu en dessous, non télésuivis. Et puis, même chose sur les patients resynchronisés. Donc, ça pouvait être défibrillateur ou pacemaker, mais CRT. Donc, la courbe brune, les patients CRT télésuivis, ils ont une meilleure survie que ceux qui ne sont pas télésuivis. Et là, les résultats sont sur 5 ans, donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'effet tient dans le temps. Et puis, l'étude a montré également que les patients qui recevaient des chocs, ils avaient un plus fort risque de mortalité. Et ça, c'est intéressant. Vous vous souvenez que dans les COST, on réduisait les chocs inappropriés, mais c'était même tous les chocs appropriés ou inappropriés dont on réduisait le nombre. Niraj Varma aux États-Unis a publié des résultats sur la survie. Alors cette fois, il s'intéressait aux patients porteurs de prothèses cardiaques. Donc il n'y a que des stimulateurs. Autant pour moi, il a fait toutes les prothèses, mais il a regardé en plus au-delà par type de prothèse. Donc ce qui a permis cette fois d'avoir des résultats non seulement sur les CRT et les DAI, mais également sur les pacemakers. Donc là, c'était le système de Saint-Jude médical à l'époque, Merlin, donc Abbott aujourd'hui, qui était utilisé. Quand on regarde la survie, il montre que plus les patients ont un taux de transmission élevé, donc en rouge, ce sont les patients qui ont le meilleur taux de transmission. En bleu, ils ont un taux de transmission faible. Pardon, en vert, excusez-moi, taux de transmission faible. Et en bleu, ils n'ont pas transmis du tout. Et on voit que la survie est corrélée au taux de transmission. Voilà. Et cette fois, c'était toutes les prothèses, donc y compris les pacemakers. Voilà, donc toutes ces études, pacemakers, défibrillateurs en sciences cardiaques, elles ont amené aussi la Société américaine de rythmologie ainsi que la Société européenne de rythmologie à revoir leurs recommandations sur les contrôles de prothèses. Donc, c'est d'abord le HRS, Heart Rhythm Society, la société américaine, qui a revu ces recommandations et elles ont été reprises par la Société européenne. Et donc, il est dit que tous les patients avec un dispositif médical implantable actif cardiaque doivent se voir proposer le suivi à distance. Et c'est une recommandation de classe 1, donc c'est-à-dire que ça s'impose avec un niveau de projeté élevé. Dès 2015, la Société américaine et la Société européenne de rythmologie disaient que les patients devaient se voir proposer le télésuivi comme un mode de suivi standard. Et donc, en 2021, la Société européenne de cardiologie, cette fois, est venue encore compléter les choses en disant que pour un pacemaker conventionnel, simple double chambre, donc, avec le télésuivi, on peut se contenter d'un face-à-face tous les 2 ans. Voilà, j'ai fait le tour des études. J'espère que ça a été parce que c'est pas toujours évident, surtout la distance. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Il n'y a aucune question apparemment. Donc tout a été très clair. D'accord. Alors, bon. Peut-être si vous acceptez de mettre votre présentation à la disposition, je peux la mettre sur la plateforme, si vous pouvez me l'envoyer. Oui, je vais vous l'envoyer tout à fait. Ouais, voilà. Ben, on vous remercie.
Et ben, je vous en prie, avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de se voir par ailleurs. Mais en tout cas, voilà, et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir suivre cette formation. Nous, en tant que constructeurs, depuis qu'on fait de la télécardiologie, et je vous dis, ça fait depuis 17 ans qu'on fait le support, en particulier au téléphone, on se rend compte que ça marche bien lorsqu'il y a des paramédicaux sur place. Et Bordeaux, d'ailleurs, a été le premier centre à le faire et l'a très bien mis en place. La télécardiologie, ce n'est pas seulement une affaire de médecins, mais les paramédicaux ont un rôle très important sur l'information du patient à l'éducation initiale, et puis après sur le d'activité, la veille des événements, etc. Voilà, donc bonne semaine à tout le monde. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.